d'avoir organisé cette journée de chirurgie orthopédique. Donc, je vous souhaite plus, Inch'Allah, dans les jours qui suivent. Alors, je vais vous présenter cette communication qui s'intéresse sur les fractures. Comme une introduction, donc c'est quoi la fracture? Fracture, elle se définit comme une perte de la continuité de la substance osseuse, notamment les décimaux et notamment les vaisseaux sanguins. Et vous savez que la vascularisation constitue la pierre angulaire de la consolidation osseuse. Maintenant, la consolidation osseuse. Avant d'entrer dans les détails dans les fractures, j'aimerais bien qu'on fasse un rappel sur la consolidation osseuse. Donc, généralement, sur la consolidation osseuse, c'est la cicatrisation osseuse. Mais nous, en chirurgie orthopédique, on travaille avec le mot consolidation. D'accord? Donc, et pour la consolidation osseuse, on a deux types. On a consolidation osseuse par première intention et on a une consolidation osseuse par deuxième intention. La même chose pour les décimaux, on a une cicatrisation par première intention et une cicatrisation par deuxième intention. Mais dans la chirurgie orthopédique, le type le plus fréquent, c'est une cicatrisation par seconde intention. Par contre, supposons on a un muscle ou n'importe quel décimo, s'il y a une plaie au niveau d'un décimo, donc normalement, c'est juré, on respecte les conditions d'asepsie et tout, et il va se cicatriser par première intention. Mais ce n'est pas le cas dans l'os. L'os fracturé, dans la plupart des cas, je dis, donc il va se cicatriser par seconde intention. Seconde intention, c'est quoi? C'est-à-dire par la formation d'un cal. Généralement, une cicatrisation par seconde intention l'os, on a toujours trois étapes. La première phase, la phase inflammatoire, la phase de réparation et la phase de remonte. On va commencer par la première phase, c'est la phase d'inflammatoire. Donc, supposons on a une fracture. Lorsqu'il y aura, on a une fracture, par la suite, il y a une lésion des décimaux, lésion des plaquettes. Il y aura des dégranulations des plaquettes, donc sécrétion des cytokines, voilà, qui sont responsables de la réponse inflammatoire. Et par conséquent, on a la vasodilatation et surtout la vasodilatation, il y aura formation de l'hématome. Et l'hématome est très important dans la réparation des fractures. Donc on n'a pas de l'hématome, donc pas de réparation des fractures. D'accord? On a de l'hématome. Par la suite, on a l'appel des cellules inflammatoires au niveau du foyer fracturaire. Les premières qui seront là, c'est les polynucléaires neutrophiles. Par la suite, les macrophages, les ostéoclastes qui seront responsables de la dégradation de l'os nécrosé. Et on a aussi l'afflux des cellules mésenchémateuses et même des fibroblastes. Alors, quel est le sort de cet hématome-là? Le but de l'hématome, il va se transformer en un tissu de granulation. Un tissu de granulation où, c'est-à-dire donc riche en tissu conjonctif, en collagène, est responsable de la stabilité temporaire de foyer de fracture. Donc, l'hématome est là, il va se transformer dans un tissu de granulation. Le but de ce tissu-là, il va être responsable de stabiliser temporairement le foyer de fracture, ce qu'on appelle un cal conjonctif. Alors, par la suite, quel est le sort de cette cal conjonctive? Donc, selon le cas, supposons si on a intervient à temps, si par exemple l'animal est fracturé, par la suite on a intervenu à temps et pas de mobilisation, on a fait une bonne immobilisation, une bonne ostéosynthèse, alors donc il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire les myovaisseaux sanguins qui sont synthétisés, c'est-à-dire ils sont là, les vaisseaux sanguins, donc il y a de l'oxygène et par conséquent, il y aura multiplication des ostéoblastes qui vont synthétiser directement un cal dur. Mais généralement, surtout nous, chez les animaux de compagnie et tout, une fois qu'il y a une fracture, automatiquement, il y aura un mouvement de l'animal. S'il y a un mouvement, ces myovaisseaux sanguins-là, ils vont être cisaillés. Ces vaisseaux-là sont cisaillés, donc il y aura de l'hypoxie au niveau du foyer fracturaire. Et s'il y a de l'hypoxie, vous savez bien que les chondroblastes, elles s'éportent de
proxy. Par contre, les ostéoblastes, non. Les chondroplastes, elles vont se multiplier aux dépens des ostéoblastes. Et par conséquent, on aura la formation d'un cartilage. D'accord? Un cal cartilagineux qui va s'installer au lieu d'un cal osseux. Très bien, voilà. Par la suite, il y a le cal cartilagineux, il est là. Quel est son but? Toujours où le but de la physiologie, c'est stabiliser le foyer fracturaire. C'est stabiliser, c'est ça ce qu'on appelle un cal cartilagineux. Par la suite, donc, il y a le cal cartilagineux. Par la suite, les vaisseaux sanguins, ils vont synthétiser, donc une myovascularisation qui va s'installer. Et par la suite, donc il y a de l'oxygène fracturaire. Et par la suite, les ostéoblastes, elles peuvent se multiplier. Et par la conséquence, elles sont responsables de la formation des cales durs, de la minéralisation de la substance fondamentale qui est sécrétée par le chondroblast. Et par la suite, en radiographie, on va constater la présence d'un cal dur. Par la suite, en atelier Inch'Allah, je m'explique c'est quoi le cal dur et le cal mou l'atelier. Donc, ça c'est concernant la phase de la réparation, sont caractérisées par la formation d'un cal. Par la suite, la dernière phase, c'est la phase de remodelage. Donc, la phase, quels sont les cellules qui vont intervenir dans cette phase-là? C'est bien sûr les ostéoblastes et ce qu'on appelle aussi les ostéoclastes. Ils vont former ce qu'on appelle un corps de forage, et même une loi qui va intervenir dans le remodelage, ce qu'on appelle la loi de Wolff. Est-ce que je m'explique c'est quoi la loi de Wolff? Ce qu'on appelle, c'est par l'intermédiaire du champ magnétique, etc. Quel est le but du remodelage? C'est ce qu'on appelle, c'est remodeler l'os, d'accord? Donc elle va durer de quelques mois jusqu'à plusieurs années. Donc ça c'est concernant la consolidation par ce temps intensive. Maintenant la classification de fractures. En chirurgie vétérinaire, généralement on a plusieurs systèmes de classification. On a la classification selon Enger et Hall, la classification la plus connue de Brinker. Vous connaissez Brinker, qui est la classification bien sûr de Sadler et Harris. On va commencer par la première classification, la classification de Enger. Donc c'est quoi Enger? Il a fait une classification des os afin de localiser la partie anatomique de l'os qui est fracturé et en plus l'os qui est en cause. Je vous donne un exemple. Donc il a fait ce qu'on appelle un code alphanumérique. Donc il a établi une classification sous forme de chiffres. Il a donné le numéro 1 pour l'humérus. Donc, si la fracture de l'humérus, donc si l'humérus est fracturé, donc c'est le numéro 1. Donc, il a donné le numéro 2 pour radicus ulna. Il a donné le numéro 3 pour le fémur. Et donc, pour tibia et fibula, numéro 4. D'accord? Et pour le deuxième chiffre, représente la partie de l'os qui est fracturée. Donc, 1 pour la partie proximale de l'os. Donc 2, c'est la partie diaphysaire de l'os. Et 3, donc c'est la partie distale de l'os. Je vous donne un exemple. Supposons, il nous dit un tel chien qui a une fracture de type 2. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Un chien qui a une fracture de type 2. Donc le premier chiffre, vous dites 2. 1, 2, il s'agit donc très bien, radicus ulna. 2, c'est quoi? Le chiffre 2, c'est la diaphyse. Donc c'est au niveau de la diaphyse. Je donne un autre exemple. Supposons, il veut dire c'est une fracture de type 3-1 ou 31. Qu'est-ce que vous allez conclure? Donc, il s'agit d'une fracture. Quel est l'os concerné? C'est le fémur et la partie, quelle est la partie anatomique? C'est la partie épiphysaire ou la partie proximale dans l'os qui est concerné. Ça, c'est la classification de Enger et Hall. Et on a la deuxième classification, c'est la classification de Brinker. Il a classifié l'os, la première chose, selon les causes. Parmi, il a dit Brinker, parmi les causes des fractures, donc les fractures peuvent être dues à des affections osseuses, un traumatisme direct atteignant directement l'os, un traumatisme atteignant de l'os de façon indirecte, et aussi parmi les causes de fracture, c'est la mise en épreuve répétée. Par exemple, ce qu'on appelle une fracture de fatigue, donc rencontrée le plus souvent chez les chiens de course, par exemple le lévrier par exemple. Ça, c'est donc selon la cause. Donc la deuxième classification de Brinker, c'est selon la présence du pli communiquant le foyer de fracture. Qu'est-ce qu'il a dit Brinker? Si vous avez une fracture sans plaie, on dit une fracture close. S'il s'agit d'une plaie avec une fracture, donc c'est une fracture ouverte. D'accord? Donc, la troisième classification, c'est une stabilité, selon la stabilité
stabilité après la réduction. On a des fractures stables, on a la fracture instable. Je donne un exemple. La fracture communicative, par exemple, sur fracture instable. Par exemple, la fracture en bois, la fêlure complète, ce sont des fractures stables. Le quatrième critère de classification, voilà, il a des critères selon la direction et la localisation des traits de fracture. Selon la localisation et de la direction de la trait de fracture, on a comme type A sur fracture ouverte. Comme vous voyez le B, il s'agit de fracture en bois vert. C'est quoi la fracture en bois vert? Une partie de l'os est pliée, l'autre est brisée. On sait c'est une fracture, il s'agit d'une fêlure. Par la suite, c'est une fracture transversale. Par la suite, le E, c'est une fracture oblique. Par la suite, c'est une fracture sphéroïde. Le G, c'est une fracture communicative. Donc, le M, il s'agit d'une fracture multiple. Le I, il s'agit d'une fracture engrainée. Le G, il s'agit d'une fracture par arrachement. Par la suite, il s'agit d'une fracture épiphysaire. Par la suite, l'avant-dernier, c'est une fracture condylienne. Et la dernière fracture, c'est une fracture bicondylienne. Et voilà, ça concernant la classification de Brinker. Maintenant, la classification de Salter et Harris. Donc, vous allez entendre un jour un chien qui a eu une classification de Salter et Harris, le type 1 ou le type 2, c'est quoi. Donc, généralement, les fractures de Salter et Harris, elles s'intéressent sur les fractures épiphysaires. On a le type A, vous voyez le type A, elle survient surtout chez les chiens de moins de 6 mois. Il y a de la plaque de croissance. Vous voyez que le trait de fracture, elle est au niveau de la plaque de croissance. Maintenant, par exemple, le type 2, le trait où l'épiphyse s'arrache avec un point de la métaphyse. Par exemple, le type 3, où le trait de fracture, elle est au niveau de la plaque de la croissance, même une partie de l'épiphyse. Le type 4, où la fracture s'étend sur la surface articulaire à travers la plaque de croissance jusqu'à la métaphyse. Et bien sûr, le type 5, il ne s'agit pas d'une fracture proprement dite, mais un tassement de la plaque de croissance. Ça, c'est concernant les fractures de Salter et Harris qui s'intéressent sur les fractures épiphysaires, c'est-à-dire articulaires. Alors maintenant, les complications. Quelles sont les complications des fractures? Il y en a pas mal de complications, mais parmi les complications que je cite, donc la première complication, c'est le retard de consolidation. C'est quoi le retard de consolidation? Donc automatiquement, c'est un ralentissement plus ou moins marqué dans le processus de la cicatrisation ou de la consolidation osseuse. Donc, qui est fonction de type de l'ostéosynthèse, qui est fonction de type de fracture et même de l'âge d'animal. Donc vous savez que l'animal jeune a une consolidation plus rapide que l'adulte. Par exemple, je vous donne un autre exemple. L'ostéosynthèse par l'emploi centromodulaire a une cicatrisation où le délai de consolidation elle est plus rapide dans l'emploi centromodulaire par rapport à la plaque vissée. Ça, c'est le retard de consolidation. La deuxième complication, c'est le cal vicieux. Voilà, je vais vous montrer par la suite dans les radiographies, c'est quoi l'apparition de cal vicieux dans la radiographie. C'est quoi le cal vicieux? Le cal vicieux, c'est une mauvaise, il y a une consolidation, mais une mauvaise consolidation osseuse. Pourquoi? Elle est due à plusieurs facteurs, surtout le mouvement de l'animal. Donc le cal vicieux, c'est quoi ça qu'on parle? Les cal vicieux hypertrophiques, il est dû surtout au mouvement de l'animal. Par la suite, on a la non-union. La non-union, c'est quoi la non-union? C'est-à-dire où l'activité ostéogénique a cessé. Et à la radiographie, la non-union, on trouve, elle est représentée en radiographie par pseudo-arthrose. Vous allez trouver au niveau du foyer fracturaire, donc une pseudo-arthrose, une articulation. Pourquoi? Au fur et à mesure qu'il y a des formations du cal animal, il va se déplacer. Par la suite, le cal se casse. L'animal va le cal va se former. Par la suite, l'animal, donc il va se déplacer. Le cal va se casser. Par la suite, il y aura formation ce qu'on appelle du pseudo-arthrose, en radiation, une fausse articulation. Pourquoi une fausse articulation? Parce que si vous faites de la radiographie, vous allez trouver
une sorte d'articulation au site fracturé. C'est pour cela qu'on s'appelle une pseudo-arthrose. D'accord? Et bien sûr, la fameuse ostéomyélite. Donc, bien sûr, l'ostéomyélite elle est très fréquente, surtout dans les fractures ouvertes. D'accord? Caractérisée par quoi? Par une inflammation de la cavité médulaire, du périosте et même de la corticale osseuse. D'accord? Vous savez que l'os est très sensible à l'infection. Ça, c'est concernant des complications générales des fractures. Il y en a des complications qui sont liées au type de l'ostéosynthèse utilisé. Par la suite, le diagnostic des fractures. Comment peut-on diagnostiquer une fracture? Bien sûr, le premier élément de diagnostic, il s'agit des commémoratifs. Les commémoratifs qui doivent s'intéresser sur l'étiologie de la fracture, on doit s'interroger sur l'étiologie de la fracture et surtout le moment de sa survenue. Par la suite, des signes cliniques. Les signes cliniques des fractures, on a des signes cliniques généraux et on a des signes cliniques spéciaux. Qui concernent surtout selon la localisation de la fracture. Mais parmi les signes des fractures, par exemple, on constate une boiterie, plus ou moins marquée. On constate une mobilité anormale. On constate par exemple la présence d'un gonflement qui est dû à la formation de l'hématome. On constate aussi, surtout le système agronomique des fractures, c'est un signe de craquement. Donc vous allez trouver un signe de craquement au foyer fracturé. D'accord? Donc ça c'est concernant les signes cliniques et bien sûr l'examen radiographique. L'examen radiographique, c'est préférable de faire une radiographie donc sous deux incidences perpendiculaires. D'accord? Et c'est préférable aussi de faire même la radiographie du membre homologue afin de mieux localiser notre fracture. D'accord? Ça c'est pour les diagnostics et fractures. Et maintenant bien sûr le traitement. Concernant le traitement des fractures, il faut comprendre deux choses. On a ce qu'on appelle la réduction de la fracture et on a l'immobilisation de la fracture. Pour la réduction de la fracture, on a une réduction non sanglante, c'est-à-dire une réduction à foyer fermé, et on a une réduction sanglante. C'est quoi une réduction? Il s'agit des manipulations, afin de réduire les deux abords osseux. D'accord? Et pour l'immobilisation, on a l'immobilisation du membre et l'immobilisation de l'os. Je vais commencer sur la réduction non sanglante. Vous voyez ça? Donc ça, il s'agit d'un moyen pour la réduction non sanglante en réalisant ces mouvements-là, mouvements d'extension, de contre-extension et de translation. Donc c'est par manipulation externe. Un autre moyen de la réduction non sanglante, voilà, c'est l'angulation de Borner. Cette angulation de Borner, c'est-à-dire qu'il s'agit de provoquer un mouvement d'angulation afin de réduire les deux abords osseux. Un autre moyen de la réduction non sanglante, c'est bien sûr le poids de l'animal. Donc on travaille avec ça dans la chirurgie humaine, même l'orthopédique humaine. Donc c'est porté en utilisant le poids de l'animal. Pourquoi? L'utilisation du poids de l'animal pour fatiguer les muscles spasmés du pas. D'une autre part, l'utilité du poids donc pour réaliser une contre-extension et même une traction. D'accord? Ça c'est pour le moyen non sanglant. Maintenant pour le moyen sanglant, c'est-à-dire une réduction, donc c'est-à-dire on a fait une intervention chirurgicale. C'est quoi là? On peut faire, si on a une ostéosynthèse, la réduction, elle peut se faire soit par l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? C'est-à-dire soit à travers, donc on peut le faire par un ostéotome, ou un ostéotome avec par exemple le manche de bistouri. Donc si on a un manche de bistouri où il a le crochet à ovarotomie, on réalise ce mouvement-là de levier afin de réduire les deux abords osseux. Par la suite, le chargeur d'atelier, donc je vais vous montrer comment faire ce effet de levier-là. Un autre moyen, bien sûr, de la réduction donc sanglante, c'est bien sûr les daviers. On réduit les deux abords osseux donc, par les daviers osseux. D'accord? Maintenant, voilà, donc un autre moyen. Voilà, ça c'est pour l'immobilisation
fonction de l'os, du membre, il s'agit d'une attelle. Ça, c'est une attelle. Donc, généralement, l'attelle, la plupart, donc, elle est synthétisée par c'est une gouttière en aluminium. D'accord. Donc, avant de la placer, c'est préférable de la placer sur un bandage en coupant, d'accord, pour éviter l'effet de la compression. D'accord. Si le plâtre, vous savez que la loi du plâtre doit fixer 2 articulations. Donc, voilà, et bien sûr, le pansement le plus utilisé en chirurgie vétérinaire, c'est le pansement de Robert-Jones. Donc, c'est quoi le pansement de Robert-Jones? Donc, généralement, pour le pansement de Robert-Jones, on peut les utiliser soit en préopératoire, donc soit pour une contention, soit pour un pansement provisoire, soit pour une immobilisation complémentaire de l'ostéosynthèse. Alors, donc, comment peut-on faire le pansement de Robert-Jones? La première, c'est qu'on a intervenu en ostéosynthèse, il suffit de faire un pansement sur la plaie. Par la suite, la première couche, on fait une couche avec un pansement, ou là, une bande élastique. Par la suite, la couche suivante avec un coutant, d'abord une bande avec du coutant. Et par la suite, la dernière couche, donc on refait un bandage avec une bande élastique collante. Ça, c'est concernant le pansement de Robert-Jones. Il est très répandu, donc on l'utilise surtout en chirurgie vétérinaire fréquemment, surtout pour les animaux de compagnie. Alors, maintenant, l'ostéosynthèse proprement dite. Alors, pour le premier moyen de l'ostéosynthèse qu'on utilise fréquemment, c'est les fixateurs externes. Le fixateur le plus utilisé en chirurgie vétérinaire, il s'appelle celui de Kirchner. C'est quoi un fixateur externe? Donc, il s'agit donc d'une mini-broche, comme vous voyez, une mini-broche, qu'on les fixe en travers en percutané et qui vont être ancrés au niveau de l'os jusqu'à la corticale osseuse et qui vont être connectés à l'extérieur par des barres. D'accord? Ça, c'est pour les fixateurs. Donc, c'est un moyen très économique par rapport au clouage de la plaque glissée. On l'utilise fréquemment, surtout dans les fractures ouvertes et community. D'accord? Ça, c'est pour le fixateur externe. Maintenant, l'enclouage centromédulaire. Dans l'enclouage centromédulaire, on a plusieurs types. Maintenant, l'enclouage centromédulaire unique, l'enclouage, je m'explique plus tard. Pour l'enclouage centromédulaire, donc on a un atelier sur ça. Donc ça, c'est l'enclouage centromédulaire rétrograde. Donc, c'est quoi rétrograde? Pour ça, c'est une fracture de fémur, d'accord? C'est une fracture fémorale diaphysaire, d'accord? Une fracture fémorale diaphysaire transversale. Ça, c'est le clou d'Estenman. Donc, généralement, nous, en chirurgie vétérinaire, donc on fait l'enclouage, surtout avec le clou d'Estenman. Et selon Bricker, il a dit que le clou d'Estenman va occuper de 75% de la totalité du diamètre du canal médulaire. Comme vous voyez, la méthode rétrograde, donc la plupart d'entre nous, on travaille avec la méthode rétrograde. Donc on enfonce la broche dans le clou d'Estenman par l'extrémité distale, par l'extrémité de premier abo. Par la suite, normalement là, on place ce qu'on appelle le mandrin de Jacobson. D'accord? Les douches mandrin de Jacobson, comme nous dans l'atelier Ma'almet, le mandrin de Jacobson, on va le remplacer par la perceuse électrique. D'accord? Les douches, le mandrin de Jacobson, travailler avec la perceuse électrique parce qu'il est cher le mandrin de Jacobson. Alors, on place le mandrin de Jacobson sur la perceuse électrique ici au niveau de la broche et par la suite, on a fait sortir là. D'accord? Il y a une fosse physiologique qui s'appelle comment? Cette fosse-là, c'est la fosse trochanterique. Il y a une fosse là, on fait ressortir la broche dans la fosse trochanterique. Par la suite, on fait une incision cutanée pour la sortie de la broche. Par la suite, là, on va remplacer le mandrin de Jacobson ou la perceuse électrique. On fait une réduction soit avec à l'aide de l'effet de l'évier ou les daviers, voilà. Et on enfonce la broche ou le clou jusqu'à qu'il soit donc ancré dans l'os spongieux de l'épiphyse distal. D'accord? Dans l'atelier, je vais vous montrer comment peut-on faire cet enclouage. Alors, le deuxième type de l'enclouage centromédulaire, c'est le normograde. Ça, c'est rétrograde. Et ça, c'est normograde. Normograde, généralement, suffit d'une naissance blanche. D'accord? Pour des fractures stables qui n'existent pas une ostéosynthèse, il suffit de faire quoi? Au niveau cutané, on fait une
position, donc à côté du grand tronc frontal, d'accord? Par la suite, en enfance, donc les aides, les assistants, ils vont les aider pour faire une réduction externe, d'accord, nos enfants, et en enfance, toujours le clou, d'accord? Donc jusqu'à qu'il soit entré, donc toujours dans l'os spongieux de l'épiphyse d'Estaing, d'accord? Ça c'est pour la méthode normographe. Ça c'est quoi? Ça c'est le, donc ça c'est l'enclouage fasciculé. C'est quoi l'enclouage fasciculé? Surtout pour l'isolant, donc fémur et méris surtout. Donc il s'agit de placer au niveau du canal médulaire 2 voire 3 broches. Au niveau du canal médulaire, d'accord? Il s'appelle enclouage fasciculé. Donc de placer 2 voire 3 broches donc, au niveau du canal médulaire. Par la suite, ça c'est quoi? Ça c'est l'enclouage en croix. L'enclouage en croix, surtout pour les fractures de Salter et Harris, d'accord? Les fractures épiphysaires, il suffit d'introduire 2 mini-broches, d'accord? À travers les condyles, d'accord? Soit de l'humérus ou de l'humérus à travers les condyles, d'accord? En croix. Donc surtout pour les fractures de Salter et Harris. Ça c'est le meilleur enclouage, mais les chers Suya, c'est l'enclouage verrouillé. Parce que c'est le meilleur enclouage, il assure une bonne consolidation et il neutralise les forces de rotation et tout. Par contre, je vous donne un exemple. L'enclouage simple, vous l'avez fasciculé, ils n'ont pas neutralisé les forces de rotation. Par contre, l'enclouage verrouillé, mais il cherche l'inconvénient donc, il suffit de placer un tuteur, une broche dans le canal médulaire et qu'il est fixé dans cette broche, qu'elle a des trous dans la partie proximale, la partie distale et qu'elle est ancrée donc, par des vis. L'enclouage verrouillé est meilleur donc, par rapport à l'enclouage simple, mais d'ailleurs en clientèle vétérinaire, on ne travaille pas avec parce qu'il est cher. Il est cher que l'enclouage intramédulaire simple. Et voilà, ça c'est un enclouage de ruche, pas non plus de riche. Donc ça, l'enclouage de ruche est meilleur que l'enclouage en croix. Et pour l'enclouage de ruche, toujours pour les fractures épiphysaires de Salter et Harris, donc c'est quoi? Il suffit même d'introduire 2 broches, voilà, 2 broches de ruche donc, qui sont flexibles, d'accord? Flexibles